Bonsoir, bonjour à ceux qui sont en décalage horaire avec nous ce soir, avec nous et avec Ila Beka et Louise Lemoine pour cette première conversation en live avec Christophe Katsaros. La situation sanitaire nous a imposé, comme à beaucoup d'entre nous qui travaillons dans des domaines divers et variés, voilà, et aussi dans le domaine de la culture, nous a donc imposé à décaler cette rencontre. Voilà, donc Ila Beka et Louise Lemoine sont à Venise, voilà, et Christophe Katsaros est à Paris, et je suis ici, Arc en Rêve, centre d'architecture, à Bordeaux. Cette conversation est organisée en relation avec l'exposition Homo Urbanus, qui est la première exposition que Arc en Rêve a créée à la sortie du confinement. Donc ce projet, qui est un projet d'Ila Beka et Louise Lemoine, qui est conçu comme un journal d'immersion subjective, j'emploie leurs mots, invite le visiteur à déambuler au rythme des espaces-temps de 10 villes du monde. Et nous sommes très surpris, et en même temps c'est un beau cadeau qui est fait là, de voir les visiteurs de l'exposition que nous pensions voir déambuler physiquement et pratiquement à travers, et voyager à travers ces 10 villes du monde, en fait s'installer et rester longtemps, très longtemps, pour regarder les films très longuement et revenir, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas voir les films simplement le temps d'une demi-journée. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, que Ila Beka est artiste et réalisateur italien, il est architecte, diplômé de l'Université de Vienne et de l'École nationale d'architecture de Paris-Belleville. Et Louise Lemoine est également réalisatrice française, diplômée en histoire de l'art et du cinéma à l'Université de la Sorbonne à Paris. Et Christophe Katsaros est critique d'art et d'architecture, avec qui nous collaborons pour le cycle Écran urbain, qu'Arc en Rêve développe maintenant pour la 2e année en partenariat avec le cinéma Utopia à Bordeaux. Et ce cycle-là explore les liens entre cinéma et architecture. Donc ça, c'est quand même, c'est le cinéma, quoi, proprement parler. Ce ne sont pas des films documentaires. Et Ila Beka et Louise Lemoine ne font pas non plus des films documentaires. Et ce cycle cinéma, pour être plus juste s'agissant d'écran urbain, est également réalisé en partenariat avec la revue AA. Quelques mots encore en guise d'introduction. Le premier film de Rem Koolhaas, House Life, en 2008, qui fait parler l'architecture par la voix des usages de cette maison emblématique qui a fait le tour du monde et qui les a rendus célèbres immédiatement, reconnus comme de talentueux cinéastes, en fait a inauguré une première série de films placés sous le titre Living Architecture, Living Architecture. Moi, j'ai envie de citer, je ne sais pas dans quelle série il entre, le film de la maison de Moriya Massan, qui a été créée par une maison créée par l'architecte Ryu Nishizawa de l'agence Sana, qui déjà ouvrait sur la ville. Et Homo Urbanus est en fait une exposition qui est constituée de 10 films sur 10 villes du monde qui ont été réalisés. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pardon, il y a un petit couac, c'est normal, il faut s'habituer à la technique. Donc, ces 10 films réalisés entre 2017 et 2020 ont été réalisés à la suite d'un premier film consacré à Bordeaux, placé sous le titre Voyage autour de la Lune, et un autre film à Paris, sur la place de la République, 24 heures sur la place. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit ce qu'il me semble important de dire avant de passer la parole à nos invités, Louise Lemoine et Ila Beka et Christophe Katsaros. La parole est à vous.
peut-être avant de commencer, on pourrait établir le lien avec House Life, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas votre travail ont quand même des chances d'avoir entendu parler de ce film où on raconte une villa de Rem Koolhaas par la femme de ménage qui en assure l'entretien. Donc, la première question serait de savoir si vous avez essayé de rejouer un peu le même scénario, mais à l'échelle de la ville. C'est-à-dire, on n'est plus dans un bâtiment, dans une architecture, mais on est finalement dans une ville et on va comprendre la ville à partir de portraits d'habitants. Oui, 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 tout à fait. Je pense que vous avez même en partie répondu à la question, dans le sens où, disons que Koolhaas Life est pour nous un film qui a été vraiment une matrice. C'est un film dans lequel, qui était d'ailleurs plutôt à la base une expérimentation entre nous qui n'avait absolument pas un but à devenir ce qu'il est devenu, c'est-à-dire avec avec une telle exposition publique, etc. C'était vraiment à la base une tentative qu'on a fait l'un et l'autre pour se demander comment est-ce qu'on aurait pu travailler d'une façon plus critique, plus complexe dans les rapports entre l'architecture et sa propre représentation. Et on s'était dit qu'une part incroyablement négligée et une part oubliée, voire même volontairement cachée, était celle qui concernait la vie du quotidien. La vie du quotidien de ce genre-là de bâtiments qui sont évidemment sous les feux de la vie médiatique et de l'attention de la presse. Donc, on a travaillé toute une série de films comme ça sur un peu se placer derrière le décor de ce genre de bâtiment. Et petit à petit, ça nous a amené à élargir toujours plus l'échelle sur laquelle on travaillait, c'est-à-dire de l'échelle domestique. Et petit à petit, on a agrandi à des bâtiments à vie publique, etc. Et puis, progressivement, on est arrivé à l'échelle urbaine, l'échelle de la place, comme le mentionnait Francine, celle d'un morceau de ville qui était autour du fleuve à Bordeaux. Et donc, mais toujours en se posant des questions qui étaient celles initiales dans Koolhaas Life, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comprend une architecture, comment est-ce qu'on comprend l'espace à travers son usage, à travers l'expérience même corporelle de l'espace. Et donc, ce projet Homo Urbanis en découle, il y a une filiation directe pour nous. Simplement, on a vraiment, les murs de l'architecture ont disparu, on est à l'échelle de la ville, et l'échelle de la ville pose évidemment beaucoup plus de questions qu'un environnement strictement architectural. C'est pour ça que pour nous, ça a été aussi une immense découverte, une expansion de toutes les questions anthropologiques ou de sociologie urbaine qui sont ouverts à ce moment-là et qui nous ont évidemment beaucoup intéressés. Et donc, la méthodologie est à peu près semblable comme Koolhaas Life, c'est-à-dire que l'idée est vraiment d'essayer de comprendre une ville à travers le corps de ses habitants, à travers la manière dont on utilise l'espace, dont on le vit, mais vraiment dans la plus simple de ses expressions, c'est-à-dire à la fois à travers le regard ou le jeu d'un enfant ou la difficulté qu'une personne âgée a de monter les escaliers du métro à Tokyo. Ou bien, voilà. Je vous donne des exemples très concrets pour expliquer que notre démarche, c'est vraiment de se questionner sur l'espace urbain de façon très transversale à travers 10 cultures, mais au travers du corps et du point de vue vraiment physique de l'habitant. Avant de commencer encore une fois de rentrer dans le détail, parce qu'il y a les films sont vraiment une mine d'or pour quelqu'un qui a envie de raconter des histoires et qui a envie aussi de commenter et d'essayer d'en tirer, on peut dire, des leçons. Mais avant de rentrer dans on peut dire, dans des cas ou dans des exemples, je voudrais vous poser la question de ce qui me semble être un parti pris, c'est-à-dire le parti pris finalement qu'on a ressenti dans House Life, qui est celui que finalement l'architecture ne s'exprime jamais ou ne se comprend mieux que par le biais d'autres disciplines, on peut dire, qui l'éclairent ou qui l'expliquent. Donc, la sociologie, l'économie, la culture, tout simplement,
et que l'architecture en soi est peut-être un peu moins riche et moins intéressante finalement que toutes ces autres disciplines auxquelles elle s'ouvre et avec lesquelles elle communique et qui la nourrissent. Donc là, on a l'impression que c'est la même chose, mais à l'échelle de l'urbanisme, c'est-à-dire vous allez parler des villes, mais à aucun moment il est question de plan, à aucun moment il est question de forme, on peut dire, dessinée ou conçue, mais dès le départ, on est dans quelque chose de très on peut dire, une sorte de promenade, on peut dire, filmée, mais on a l'impression qu'au bout d'une heure, finalement, on a compris quelque chose d'une ville. Donc, c'est l'urbanisme sans les urbanistes, d'une certaine façon. Bah, je pense que l'architecture et du coup aussi la ville, elle est faite pour être vécue. En fait, ce n'est pas, il y a un acte artistique très fort, mais la finalité d'une architecture, c'est d'être vécu, d'être un abri, d'être habité, oui, de créer un environnement pour les êtres humains pour qu'ils puissent rester à l'intérieur, se balader à l'intérieur et avoir sa fonction à l'intérieur de l'architecture. Donc, c'est en créant un intérieur et un extérieur. Donc, c'est avant d'être des plans, avant d'être des façades ou des discours tout autour, c'est la chose importante de l'architecture, c'est qu'il faut la ressentir. On s'est dit ça quand on a fait le premier film. Évidemment, c'est un cas particulier, la maison de Colas, mais quand on avait dans la tête d'autres possibilités sur d'autres architectures jusqu'à arriver à la ville, c'était essayer d'aller voir des choses moi, en étant architecte, par exemple, on est étudié comme architecte, on ne voit jamais dans les écoles. C'est-à-dire, au moins, on n'en parle pas. C'est-à-dire le rapport qu'on a réellement avec un espace. C'est ce qui est, pour moi, c'est le grand absent de l'enseignement de l'architecture, c'est le rapport le corps a avec l'espace, ou même parler de l'espace en soi, de la qualité d'un espace, comment lire un espace. C'est quelque chose qu'on devrait, je pense, les architectes, mais tout le monde, même les enfants, on devrait apprendre quand on est tout petit à savoir lire un espace, analyser un espace et savoir dire si on le vit bien ou pas. Ça, on ne le fait qu'à travers une expérience sensorielle qui est une expérience d'expérience aussi, mais sensorielle, c'est une expérience de rapport avec notre corps. C'est-à-dire, on met notre corps au milieu d'un espace, d'un lieu, et on ressent les choses, des émotions. Et cette expérience-là, c'était le point de départ pour nous, pour le premier film, c'est l'est toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que en parlant de cette expérience qui est une expérience subjective, on peut communiquer notre façon de lire un espace, de vivre un espace, et en observant comment les autres aussi le vivent. Par exemple, dans les films de Homo Urbanus qui sont exposés à Conrêve, c'était très important pour nous dès le départ, quand on a décidé de travailler sur la ville, de nous pousser, on avait envie, mais de nous mettre techniquement même dans une situation qui nous poussait à être très, très, très proche des scènes qu'on allait filmer. C'est-à-dire d'être proche avec notre corps, de ne pas filmer de loin, mais de filmer de très, très près. C'est-à-dire de vivre la scène avec les gens qui sont devant la caméra. On a décidé donc en fait de filmer tout en grand angle. C'est juste des questions techniques, mais qui nous poussaient à avoir ces rapports-là, c'est de vivre l'espace avec les autres, ne pas immédiat, direct, voilà. Immersif. Les plans ne sont pas scénarisés, hein, si on comprend bien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de mettre en scène des situations où vous les trouvez. Par contre, on sent bien que vous êtes un peu vous poursuivez certaines situations hein, qui ont à voir avec l'accident, qui ont à voir avec le hasard, qui ont à voir avec comment un groupe réagit à une situation ou à quelque chose, on peut dire, qui va arriver et qui va changer le cours des choses. Donc vous aimez bien, on peut dire, ou observer ce qui se passe quand on met un caillou sur une ligne de fourmis qui avance. Et puis voilà, on a l'impression que c'est quelque chose qui nous intéresse. Ou une orange dans les jambes des milliers de personnes. Ouais, mais on n'est pas, personnellement,
on n'est pas contre, je ne suis pas contre l'intervention. On le fait pas, honnêtement, mais je ne suis pas contre, même je ne suis pas contre dans le film documentaire de reproduire une scène qu'on a vue et qu'on a perdue. Donc, on l'a reproduit telle qu'elle, même avec les mêmes gens. Mais c'est vrai que on n'en a pas eu besoin dans ces films-là. On n'a pas besoin parce que la ville est tellement riche qui nous permet et aussi, il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est la réaction qu'on a nous-mêmes avec la scène. C'est-à-dire que quand on est dans un espace public ou même dans la vie qu'on mène tous les jours, on est habitué à réagir à un événement. On n'est pas, rien n'est scénarisé. C'est-à-dire quand on marche dans la rue, rien n'est scénarisé, mais on sait comment y réagir, comment y affronter tous les événements qui arrivent. Et on voulait l'imprévu. Et évidemment, c'est une chose qui nous intéresse énormément, mais c'est comme on réagit dans notre vie, on réagit aussi avec une caméra en essayant de la capter. Ça ne marche pas toujours parce que même quand vous êtes qu'avec vos yeux, vous entendez un bruit derrière, vous n'avez pas vu la scène, il s'est passé peut-être un meurtre derrière vous, mais vous ne l'avez pas vu. Et donc, on a parfois la chance que les choses, pas les meurtres, mais d'autres choses, les événements arrivent devant nos yeux et parfois elles sont derrière ou parfois elles sont d'un côté. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire être très, très réactif à tout ce qui se passe. Et puis, on a vu, aux force de faire beaucoup de films et de ce genre de films-là aussi, on a vu que si on est entraîné, on est sensible à plein de choses, bah, on arrive à un tout petit peu à les prévenir, des choses. On les voit arriver un peu. On est capable de les voir arriver. Mais disons que, ouais, en termes de méthodologie de travail, l'improvisation est vraiment très importante dans beaucoup de nos films, dans à peu près tous nos films, disons. Et ceci tout particulièrement parce que c'est sûr que quand vous restez dans un environnement protégé qui est celui d'une architecture donc délimitée, un espace, un territoire clos, le niveau de hasard ou d'imprévu est bien plus réduit que quand vous êtes face à une mégapole de la taille de Tokyo ou n'importe. Mais donc il y a vraiment l'idée, comme dit là, d'être dans un état de réceptivité maximale parce que la plupart des villes étaient des villes dans lesquelles on n'a pas forcément, on n'avait pas forcément été auparavant. Donc il y a l'idée de saisir, et d'ailleurs ça c'est aussi un trait assez particulier dans la méthode de travail, c'est que ce que l'on essaye de prendre est lié à la surprise, à un effet de surprise, de découverte culturelle qui est lié aux 15 premiers jours passés dans une ville, à peu près. La durée de tournage, c'est à peu près 15 jours. Et souvent, ce sont vraiment les premiers jours passés dans une ville où on n'a jamais été. Et en fait, donc, comme dit là, il y a un effet d'entraînement parce qu'en ayant fait des films dans différents pays, en voyageant pas mal, etc. Donc, on a développé une certaine. Ce ne sont pas des films écrits, bien entendu, ce n'est pas des films dans lesquels on a des scénarios, mais on a développé une méthodologie liée à une sorte de constellation de thématiques qui nous aide dans un travail préparatoire. Voilà, c'est un grand dessin qui est dans l'exposition d'Arc en Rêve et qui est sous forme on appelle ça un scénario graphique. Donc, au lieu de travailler un scénario sous forme rationnelle et très structuré, comme l'est le langage et qui nécessairement fige les choses, eh bien, on travaille dans une dynamique qui est beaucoup plus proche de la dynamique de connexion neuronale, parce qu'il est un passionné du cerveau. Et donc, on a essayé de travailler à la fois dans le montage des films et dans l'approche aussi qu'on a des thématiques qui gravitent autour de la ville, dans cette dynamique de connexion, de connectivité de thèmes et de sujets. Donc, quand on va dans une ville, bien sûr, voilà, on a cette espèce de nébuleuse, de choses qui nous intéressent et qu'on va retrouver, évidemment, modifier, transformer en fonction des circonstances, de la culture locale, de l'histoire, de la densité urbaine, etc. Donc, ce n'est pas vraiment une cartographie, on peut dire, subjective, c'est plutôt une sorte de projection des thèmes que vous attendez dans un lieu. Et à partir de cette projection, vous construisez
progressivement des expériences, on peut dire, dans une ville. Voilà. Après, comme je vous le disais, rien n'est figé. C'est-à-dire on a des lignes d'horizon, on a des sujets qui reviennent parce que nécessairement, on avait parlé auparavant, ce qui nous est très sensible aussi au fait que la ville est un environnement productiviste qui est lié essentiellement à un certain âge de notre vie, l'âge où l'homme est dans toutes ses facultés physiques, mentales et professionnelles. Et donc, on s'intéresse tout particulièrement aussi à la fragilité, à la vulnérabilité, à comprendre comment dans un environnement d'une telle brutalité, on se débrouille aussi quand on est moins agile, moins à même de faire face à cette mécanique. Donc, voilà, il y a des sujets récurrents qui sont liés à des problématiques qui nous intéressent tout particulièrement. En regardant les films dans le musée, j'avoue qu'on a souvent l'impression, c'est-à-dire et en restant debout et en faisant que parcourir l'exposition, on pourrait avoir l'impression qu'il s'agit juste de fenêtres, on peut dire, sur des villes. Il faut vraiment voir les films dans des conditions de visionnage pour se rendre compte qu'ils sont montés et qu'il y a des effets, on peut dire, de mise en scène et d'organisation, plutôt de montage, pas de mise en scène, qui essaie de tirer certaines conclusions. Par exemple, il y a des moments d'accélération, il y a des moments de réitération, où même si les films sont muets, finalement, il y a des choses qui s'affirment, c'est-à-dire des propos assez clairs et des jugements assez clairs qui se dessinent progressivement autour de telle situation ou telle autre situation. Oui, je crois que le montage, c'est dans une structure qui est d'observation tellement fragmentée comme celle de ces films et tellement libre parce que c'est quelque chose qu'on cherchait. On a toujours, depuis le premier film, on a créé des structures qui sont très fragmentaires, mais ici, je dirais, c'est vraiment l'explosion du fragment. Le fragment devient vraiment tout petit et c'est cette sorte de construction de tous ces fragments et qui est d'ailleurs très complexe à faire, qui nous prend beaucoup de temps, mais c'est le seul moyen qu'on a ça devient un peu un langage pour nous. C'est le moyen de pouvoir créer des connexions entre les images, d'exprimer ce qu'on a ressenti, d'exprimer au-delà de la scène qu'on voit, d'exprimer des choses qu'on a vues, des choses qu'on ressent, des choses. Donc c'est une question oui, c'est une sorte d'expression aussi. Le montage devient un vrai langage, une vraie expression. On a certaines façons de le faire qui retournent dans tous les films. Par exemple, la répétition, les mettre en répétition, c'est quelque chose qu'on utilise, des scènes qui sont éparpillées dans les 15 jours, mais qu'en les mettant ensemble, ça prend une force différente. Évidemment, c'est des observations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et ça nous a beaucoup intrigué de travailler sur ces montages. C'est des montages vraiment complexes, mais qui donnent énormément de liberté. En n'ayant pas, évidemment, un peu tous les films, en n'étant pas été scénarisé dès le départ, comme je ne vois pas comment on pourrait faire un scénario classique pour ces films, mais en même temps, ça nous donne énormément de liberté, oui, dans l'assemblage des fragments. Eh bien, un autre point qui me semble traverser votre univers, on peut dire, et qui est une constante, on peut dire, dans cette série, c'est la question du travail. C'est-à-dire, vous filmez le travail, et vous filmez un travail très particulier qui est le travail, on peut dire, peu estimé, c'est-à-dire le travail manuel, le travail de ceux qu'on peut dire que la culture urbaine tend plutôt à invisibiliser, c'est-à-dire c'est ceux qu'on ne voit presque pas travailler et qui sont pourtant toujours en train de le faire. Et ça, c'est une constante. Dans tous vos films, on a cette sorte de... Oui, bah ça c'était vraiment un choix d'emblée depuis le premier film. La question du révéler l'arrière du décor dans des bâtiments très médiatisés, cette série de bâtiments iconiques sur lesquels on a travaillé au début, à travers que des figures qu'on appelait les invisibles, justement.
c'est-à-dire que des figures liées à l'entretien de l'architecture. Disons que toute la première série de nos films était vraiment une sorte d'analyse critique et une sorte de tentative d'étendre la possibilité de la représentation d'architecture, essayer de la dissocier de ces problématiques purement pragmatiques et que pratiquement commerciale, si vous voulez, d'essayer de faire en sorte que l'image puisse obtenir une autonomie, qu'elle puisse parler au-delà de simplement valoriser un bâtiment ou un architecte. Donc, on avait opté pour ce point de vue-là. Et au travers des villes, ça nous a énormément intéressé aussi. Ça rejoint la question du travail rejoint celle qu'on a abordée il y a quelques minutes sur le corps, parce que c'est vraiment le corps au travail, c'est l'usure du corps. Comment, au travers de l'observation des corps dans la ville, aussi, rien que regarder les gens vous permet de lire les conditions dans lesquelles on vit. On est constamment soumis et à quel point aussi l'environnement urbain, surtout dans les villes les plus denses, les plus peuplées, les plus grandes, crée un niveau de contrainte et de difficulté physique immense. Voilà. Donc, voilà, il y avait vraiment, il y a cette thématique en effet qui traverse tous les films. Bon, alors l'envers du décor, ça a été depuis le départ quelque chose pour nous de très important parce que on a commencé à faire des films liés à l'architecture, chose dont on n'avait absolument pas envie de faire au début, parce que quand on parle de films d'architecture, c'est ce terme assez qui fait un peu peur, mais c'est des films qui parlent de l'architecture d'une façon très représentative, c'est-à-dire c'est des films dans lesquels on voit un projet d'architecture dans lequel l'image de l'architecture, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, le soin à l'image du bâtiment, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est la façade. Donc, c'est quelque part, c'est la façade du bâtiment. L'image du bâtiment, c'est sa façade. Et nous, on s'était toujours dit depuis même quand j'ai commencé, moi, à faire des études d'architecture, on se demande toujours, mais où est-ce que tout le reste? Où est-ce que tout ce qui se passe derrière? Où est-ce que, en parlant comme ça d'architecture, on ne fait que de parler d'une scène de théâtre, d'une scène de cinéma, d'un décor d'un décor de Hollywood ou de Cinecittà, mais on ne parle pas de tout ce qu'il y a derrière. Alors, la façon de révéler, pas directement ce qu'il y a derrière, mais de révéler que pour travailler sur ces décors, il y a des gens qui sont derrière, qu'on ne voit jamais, mais qui travaillent très, très dur, qui donnent beaucoup de sueur pour que la scène fonctionne. Et en faisant comme ça, on révèle déjà la fragilité de cette image. Du coup, on part derrière, on va aller voir que finalement, une maison extrêmement connue, qui était le premier cas dans lequel on trouve toutes les plus belles images possibles sur Internet. Après, il y a des fuites aussi, et aussi il y a des problèmes. On ne va pas chercher ça, mais on va aussi le mettre parce que c'est une façon de humaniser l'architecture que normalement elle est trop idéalisée. Le problème d'idéaliser l'architecture, c'est un problème pour nous très grave parce que une architecture idéalisée est un monde qui n'existe pas. Ce n'est pas un monde. C'est fictionnel la réalité. Et du coup, c'est comme aujourd'hui, évidemment, on le trouve partout. C'est un monde. Il y a deux mondes, le monde qu'on a autour de nous et le monde qu'on veut de la représentation. Évidemment, ça existe depuis les années 60 qu'on étudie ça, mais c'est très fort. Et en architecture, c'était un peu ça. Dans la ville, c'est encore plus fort, je pense, parce que quand on va voir la galère que énormément de gens, comme nous-mêmes tous, on a dans la ville, on se demande, mais comment on a fait à construire des environnements urbains comme ça pour après en galérer autant, parce que c'est des environnements, c'est des espaces dans lesquels on n'est absolument pas bien et qui ne sont pas faits pour ce qu'on doit faire. Parce qu'ils ont été pensés pour d'autres raisons que le vivre quotidien. C'est-à-dire, on doit s'adapter. On doit énormément s'adapter à une ville qui a été construite pour d'autres fins, plutôt économiques. Et ça, on le voit très, très fort dans la faiblesse des gens.
dans la vulnérabilité des gens. C'est-à-dire, c'est la meilleure façon qu'on a trouvée, je ne dis pas en général, la meilleure façon qu'on a trouvée pour lire cette absurdité. Et on la lit très bien parce que quand on voit les enfants, par exemple, ou les vieux, on s'en allait, ou tous les gens que vous avez dit qui portent des choses, qui travaillent, tout ça, le travail nous intéresse, mais il nous intéresse encore plus la fatigue au travail. Parce qu'en fait, c'est la difficulté, l'usure, tout ça. Les animaux même, qui ont du mal. Il y a quand même beaucoup des personnes, pas des personnes, des entités qui vivent mal l'environnement urbain. Quand on les met ensemble, en plus, quand on fait une sorte de collection, comme dans nos films, où on voit beaucoup de ça, à la fin, ça accentue aussi un peu plus. C'est clair qu'il y a une cruauté de la ville et il y a une douceur, mais je vais revenir avant ça. Là, je voudrais reprendre quelque chose que vous venez de mentionner, qui est les enfants. Et les enfants, vous utilisez les enfants, vous filmez les enfants comme des révélateurs un peu de l'espace urbain. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans les films. Les enfants, par le jeu tout simplement, mais ça c'est un thème un peu vieux comme Arc en rêve, qui consiste à penser que finalement les enfants sont des sortes de révélateurs de l'espace urbain. Et ça, on le retrouve souvent décliné dans notre... Et peut-être que des fois même, on a l'impression que l'absence d'enfants constitue aussi une négation de l'espace urbain. Bref. Mais les enfants sont des alliés pour vos films. Absolument. Par exemple, à Bogota, il y a une scène avec des enfants, mais c'est extrêmement rare, en fait, du fait du niveau de danger, simplement. Parce que le fait de voir des enfants jouer librement dans l'espace urbain, ça signifie déjà que le niveau de sérénité d'une ville est tout à fait bon. Parce que à partir du moment où les parents laissent les enfants jouer seuls sur une place, ça veut dire que il y a un état de bien-être général. Donc ça, c'est vraiment, il y a une sorte de thermomètre quelque part. Et ça, nous qui vivons à Venise, bien-être qui n'est pas lié au bien-être économique de la ville, parce qu'il y a des villes qui n'ont pas un gros revenu, mais qui sont quand même en termes de sécurité, je veux dire. De contrôle de la sécurité. Mais évidemment, alors ce qui nous intéresse avec les enfants, et vous avez mentionné, c'est évidemment la question du jeu, c'est-à-dire que les enfants. Alors, on s'est intéressé aux enfants et aux personnes âgées en particulier, et aux deux pôles en fait de la question de la vulnérabilité. Mais les enfants ont cette magie aussi de transformer les usages, de métamorphoser simplement quelque chose qui passe inaperçu pour un adulte et qui devient un jeu extraordinaire. Par exemple, il y a les scènes à Saint-Pétersbourg où le paysage glacé devient des toboggans incroyables. Voilà. Mais, on a l'impression que souvent un autre mode comme ça récurrent, c'est quelque chose qui arrive des fois, c'est cette idée que les villes se construisent des récits, elles se construisent aussi, c'est-à-dire elles sont dans une quête iconique d'une certaine façon, souvent, et souvent elles se regardent les unes les autres, c'est-à-dire on peut avoir par exemple Doha qui regarde Venise ou Shanghai qui regarde New York et ainsi de suite. Il y a des effets, on peut dire, de miroitement et on peut dire, des choses qui se passent au niveau de l'image et de la façon dont se construit l'image d'une ville par rapport à une autre ville. Ça, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible aussi. Oui, on est sensible à comment la ville, en général, comment la ville s'est construite. On est très sensible à ça. Comment une ville s'est construite, comment elle a été construite, comment elle s'est construite, comment elle se transforme tous les jours, mais surtout comment elle se transforme par le bas. C'est-à-dire comment une ville est capable d'accepter les transformations qui partent je dirais de la rue, mais c'est des gens qui habitent la rue et qui ne soient pas des transformations qui viennent d'en haut, ce qui est malheureusement très souvent le cas. C'est-à-dire que les transformations qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de villes, parlant des villes qu'on a filmées par exemple, à Séoul par exemple, c'est des transformations qui sont décidées par le haut et on a presque l'impression que c'est des transformations qui sont faites exprès pour
voire éliminer tout ce qui est appropriation de l'espace public qui est la rue. Parce que cette appropriation-là, ça dérange parce qu'elle n'est pas contrôlable, ça dérange parce que l'autorité de la ville n'arrive pas à la maîtriser, à la contrôler. Alors, on est très intéressé par les poches de résistance dans des villes comme ça, par les endroits qui résistent et qui sont de moins en moins, ils sont toujours plus petits. Dans le cas de Séoul, il y a un quartier qui est en train qui souffre énormément, qui est en train d'être mangé par tous les quatre côtés, mais qui est le seul qui résiste, et c'est là qu'on a filmé le plus. Mais sinon, autrement, au-delà de là, on trouve la ville générique de Colas qui a envahi toute la ville et qui a été reconstruite, dans lesquelles aussi, on peut dire que c'est très dur aussi à filmer, parce qu'on a l'impression d'être dans une ville quelconque. Il y a plus... Alors, ça serait même pas un problème, mais il ne se passe plus rien. Je veux dire, il n'y a pas de surprise. C'est une ville dans laquelle la surprise a été gommée complètement. Aucune surprise. Et c'est une tendance de beaucoup de villes de faire ça, même en Europe. C'est une tendance globale qui porte toujours à une ville dans laquelle on a décidé ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas. C'est-à-dire une ville qui est très réglée. C'est-à-dire qu'il y a quand on parle de cette homogénéisation des villes au niveau global, c'est pas seulement une question d'architecture, mais c'est aussi une question de culture urbaine, c'est aussi une question de comportement, c'est une question de la manière dont on se relationne aux autres. Et c'est ça, c'est pour ça que souvent dans les différentes villes qu'on a filmées, comme le dit là, on y allait aussi chercher les zones de résistance où se maintiennent une culture, une identité, des traditions, de manière d'utiliser, de vivre l'espace public, et qui encore reflète une certaine singularité locale, disons. Et malheureusement, c'est un travail d'archéologue parce que, comme je disais, c'est très compliqué de trouver encore des villes où on trouve ça. Il y en a évidemment des villes qui sont encore très fortes, où c'est très fort, d'autres beaucoup moins. Mais c'est vrai que c'est la tendance à disparaître. Et je pense que en allant filmer ça, en s'approchant de ça, ça remet un peu en discussion l'idée générale de la ville. Je ne pense absolument pas que ça va changer quoi que ce soit, mais en même temps, ça nous met face à une vitalité de la ville qu'on perd de plus en plus. Ça, c'est évident. Et en même temps aussi, je dirais que c'est sorte de nettoyage qui est fait, c'est compliqué comme question parce que qui est fait par le renouvellement de la ville, apporte aussi des qualités. Donc, c'est-à-dire que ça enlève, par exemple, le contrôle de l'espace public par la criminalité aussi, ce qui est aussi très important. Mais voilà, dans cet équilibre-là, que c'est pas à nous de décider où ça se trouve et qu'est-ce qui est de bien, mais en observant ça, cette résistance au changement de la ville, je pense que il en sort une grande vitalité. Et quand on regarde cette vitalité, par exemple, aujourd'hui, en ayant passé 3 mois de confinement où on pouvait plus sortir, on s'est dit, mais il faut absolument pas qu'on la perde parce que c'est l'oxygène, c'est l'oxygène de la population, c'est le fait de pouvoir sortir dans la rue. Si vous pensez, de plus en plus, on est en train de le perdre. On est en train de perdre cet oxygène parce que pour une raison ou pour une autre, par le changement de la ville, par le virus, par tout ça, on n'arrive plus à respirer parce que cet oxygène-là est de moins en moins important. C'est vrai que comme tous les films ont été tournés, on peut dire, avant la pandémie, on éprouve presque une certaine nostalgie à avoir des conditions de foule et de ville, on peut dire. C'est presque la ville d'avant que vous avez fait. Espérons que ça va revenir comme ça. Ça va revenir. Non, ce que je voulais vous demander, c'est, on a l'impression qu'il y a des portraits qui sont très tendres, il y a des situations qui sont très tendres, et il y a des portraits qui sont et des situations qui sont assez dures en fait.
Et des fois, on a l'impression, c'est-à-dire malgré le choix que vous faites de ne pas commenter, il n'y a pas de narration, hein, c'est-à-dire c'est vraiment des fenêtres en fait sur des situations et des gens, mais des fois, on comprend, on peut dire des propos. Et par exemple, moi, je vais revenir sur l'exemple de Doha. Quand vous filmez, on peut dire les loisirs du prolétariat à la limite de l'esclavage qui s'active, on peut dire, dans ce décor de ville prospère, vous filmez quelque chose d'assez dur qui est cette sorte de misère affective, admettons, que vivent, que rencontrent les gens qui travaillent dans un pays où le regroupement familial n'existe pas, par exemple. Ça, voilà. Mais on peut, c'est-à-dire, le film donne envie d'aller voir et de comprendre, on peut dire, quelles sont les situations qui sont décrites. Et souvent, c'est des propos assez durs, en fait, sur des situations d'injustice, sur des situations d'inégalité, voilà, Oui, mais je pense que il faut dissocier le fait qu'il n'y ait pas de voix off ou il n'y ait pas de narration du fait qu'il n'y ait pas de point de vue. Enfin, pour nous, jusqu'à présent, on avait énormément travaillé sur un cinéma dialogué, sur un cinéma de l'échange, de la parole, etc. Mais là, on a tourné dans énormément de films, dans énormément de pays où on n'avait pas de langue commune et par conséquent, on a opté pour un cinéma d'observation, disons, un cinéma qui n'est pas forcément plus distant parce qu'on a compensé la distance psychologique qui est celle de la parole avec une sorte de proximité physique, avec une caméra très proche. Mais l'idée aussi est de faire passer en effet des positionnements, nos observations à travers le montage, comme vous le mentionnez tout à l'heure, par des séries ou par des façons des cohabitations dans le film qui, en effet, font apparaître de façon très claire, limpide, des éléments qui vous sautent aux yeux. Et la ville de Doha, pour mille et une raisons, est une ville d'une immense brutalité, qu'elle soit face à l'environnement naturel, qu'elle soit face dans des questions de contrats sociaux inhumains. Enfin, c'est dans l'absurdité écologique, dans l'absurdité de cette architecture. Enfin, c'était une ville de l'absurde et on a essayé de la traiter avec tous ces niveaux-là. En... Après, c'est quelque chose de naturel, je trouve. C'est au moins pour nous, c'est une chose naturelle d'avoir une certaine empathie vers les gens qui en souffrent, hein, je veux dire, quelque part, enfin, et qui en sont un peu les victimes de ces systèmes. C'est pas, on va pas jusqu'à analyser le système économique, mais on s'arrête au système spatial quelque part. Donc, social, dans le sens social, c'est aussi on essaie de le mettre comme une conséquence de l'espace. Mais c'est vrai qu'on essaie toujours de voir quel est le rapport violent entre oui, l'espace et la condition sociale des gens qui le vivent. Et ça, c'est parce qu'on est attiré pour ça, on est intéressé à ça. C'est pas que c'est un choix qui a été fait depuis le départ. C'est venu très naturel. Dès qu'on va dans des villes comme ça, on commence à regarder, on est attiré par ça. On est attiré par, plutôt que voir les feux, les belles lumières, on est attiré par la personne qui allume ces lumières et qui s'est brûlé les mains pour que la lumière fonctionne. On n'est plus intéressé à ça. Et voilà, donc c'est assez naturel, je trouve. C'est pas un but. Non, non. Bon, toujours dans ce même esprit, vous semblez aussi porter un regard assez critique sur la question de la Smart City, c'est-à-dire dans Doha, la Smart City est une sorte d'imposture immobilière, mais plus que ça, je pense que vous avez une façon de déconstruire la Smart City en la révélant, on peut dire, dans la ville où, comme une sorte de chose qui est déjà là, et qui est une affaire finalement de bricolage et de pauvreté, de débrouille en fait. La Smart City, elle existe et voilà, vous vous moquez un peu de ceux qui nous la vendent comme un
maintenir parce que tout simplement, elle est là et puis elle fonctionne. C'est des gens qui transportent comme ci, comme ça, qui ont 10 téléphones pour faire telle chose. Donc voilà, il y a quelque chose d'assez caricatural autour de cette... Oui, on se moque un peu. On se moque un peu de quelque chose qui est typique dans le monde architectural, mais pas pour tout le monde, hein, une partie du monde architectural qui doit suivre la commande, le client, et qui doit forcément inventer des termes. D'ailleurs, Smart City, je pense que c'est un terme qu'on a déjà dépassé, parce que maintenant on en cherche d'autres, la sustainability et plein d'autres choses comme ça. Il y a des termes qu'on invente dans le milieu de l'architecture pour suivre mieux la commande, c'est-à-dire pour rassurer les fabricants, les fabricants de la ville. L'idée de progrès, tout simplement. Oui, mais les fabricants de la ville ont besoin d'avoir certains concepts qui sont soutenus par les architectes, qui leur créent l'environnement qui leur va le mieux pour leurs intérêts. Et l'architecte est derrière en devenant un expert de ce nouveau concept clés qui le permettent de continuer à construire la ville. Derrière cette façade, comme d'habitude, derrière cette image, il y a après ceux qui, en fait, de la Smart City s'en fichent complètement, par exemple, et d'autres aussi qui sont déjà beaucoup plus loin de ce qu'on raconte. Il y a en Chine, c'est assez impressionnant ce qu'on voit en Chine. On parle de la Smart City et on est encore en train de parler de la Smart City, alors qu'en Chine, ils sont déjà beaucoup plus loin. Il y a à Shanghai, comme dans toute la Chine, il n'existe plus d'argent. On paye tout le temps, partout, même des bonbons dans la rue, ou même au SDF, on donne de l'argent avec le téléphone, avec l'application du téléphone. Il n'y a pas un seul scooter à Shanghai qui soit à moteur, ils sont tous électriques, il y a un silence incroyable. Et nous, on est encore en train de parler en Europe de la Smart City, tout ça, donc ils sont beaucoup plus loin. Et à Séoul, par exemple, comme on voit dans le film, il y a les porteurs de paquets qui ont 7 téléphones sur la moto et qui contrôlent en même temps 7 différentes informations qui leur arrivent en temps réel. La Smart City, à la fin, ça ne sert qu'à les faire travailler plus. Ils travaillent beaucoup plus qu'avant, ils courent comme des malades. Et vous savez qu'en Chine, mais même partout, maintenant, les porteurs, les transporteurs, les gens qui vous amènent la nourriture à la maison, il y a un compteur sur le téléphone. Au-delà des 20 minutes, c'est eux qui payent s'ils n'arrivent pas à arriver avec votre plat à la maison après 20 minutes. C'est-à-dire que quand j'étais là-bas, j'avais réservé des choses en effet à manger, pour manger le soir, on était fatigué. Et il nous appelle, le type, il nous envoie, il appelle en disant qu'il était en retard, si on pouvait ne pas lui donner la pénalité parce qu'il aurait pas été payé parce qu'il était 2 ou 3 minutes en retard. La Smart City, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est quand on va regarder, derrière cette magnifique beauté du futur, de la ville du futur, il y a aussi l'arrière du décor. Et ça, évidemment, on est toujours intéressé plus à ça que le décor lui-même. De toute façon, le décor en lui-même, il est représenté à 100%. Et nous, on essaie de rajouter un 0,001 de différence pour qu'on puisse aussi voir ce qu'il y a à part ou derrière. Les dégâts du concept. Il n'a pas besoin de nous. La représentation du décor n'a pas besoin d'autres personnes. Très bien. Je vois qu'on vient de me communiquer des questions des personnes qui nous suivent. Une question concernerait la sortie des films. Donc, est-ce que vous avez l'intention de les... On a une très très bonne nouvelle. Les films sont disponibles. Ils le sont à partir de maintenant sur Vimeo. Donc, on peut le regarder à partir de notre site internet beccalemoine.com. On arrive sur une page qui renvoie dans tous les films et aussi les films de Homo Urbanus, tous les 10 sont déjà accessibles et disponibles. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, une très bonne nouvelle. Quel est le prochain projet que vous préparez? La prochaine ville ou le prochain bâtiment? Alors, pour l'instant, le projet Homo Urbanus, il est arrivé, disons pour l'instant, à un niveau de
d'achèvement, ou tout au moins, voilà, 10 films. On s'est dit que pour un public, ce serait un peu ambitieux de rajouter 20 heures de films supplémentaires. Même, même si nous, c'est un projet qui nous a tellement passionnés que, évidemment, ça pourrait être étendu indéfiniment. Mais disons qu'actuellement, le projet Homo Urbanus devient plutôt un sujet de recherche qu'on mène à la AA, à la Architectural Association School de Londres, avec nos étudiants. Donc voilà, c'est le volet de développement est plus tourné vers l'enseignement. Mais on vient juste de sortir un tout dernier film qui fait ses premiers festivals actuellement, qui est une fois n'est pas coutume, c'est vraiment une situation très, très, très rare dans nos films, c'est qu'on a fait un portrait d'un architecte. Alors, c'est un portrait, d'ailleurs, c'est pas un portrait, c'est un film qui revisite le road movie. C'est une journée entière, c'est une sorte de discussions, rencontres liées à un temps donné, qui est une journée entière, pratiquement 12 heures d'affilée. Donc aussi une épreuve liée à l'épuisement de ce qui peut être vécu, échangé, le tout dans un espace microscopique et celui d'une Alfa Romeo des années 60, la Giulietta, avec l'architecte Nishizawa de Sana. L'architecte donc de cette maison sur laquelle on avait fait un film, la maison Moriyama. Donc, suite à ce film-là, on était évidemment resté en très bons termes. Et comme on a vécu au Japon un certain temps, on a fait ce film qui était voilà, un pari sur l'endurance de ce que peut être la rencontre. Donc, toujours lié à l'idée de l'expérience. C'est une dérive urbaine sur les autoroutes de Tokyo, dans les souvenirs d'enfance et les bâtiments qu'aime Ryu Nishizawa à Tokyo. Ce n'est pas Los Angeles, mais c'est Tokyo cette fois-ci. Exact. Bon, bah, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clore le débat. On s'était donné 1 heure, donc on va respecter cette heure. Merci infiniment. Ben, merci à vous pour ces films que j'incite, puisqu'on peut les voir maintenant, j'incite tous ceux qui les ont vus même à l'exposition et qui n'ont probablement pas. Mais je pense que si j'ai bien compris, et Francine va nous le confirmer, l'exposition est prolongée. Je crois que l'exposition à Bordeaux va durer jusqu'au 25 octobre, si je ne me trompe pas, parce qu'elle était censée fermer le 11 octobre et je crois qu'ils ont rallongé. Et je pense que 2 semaines, je viens de l'écrire. Voilà. Pour nous, c'est intéressant. Honnêtement, on n'a pas trop parlé de la question de la mise en espace, mais une chose, c'est de voir les films sur son ordinateur ou de voir les films en salle sous une forme de cinéma, mais une autre est vraiment l'expérience qu'apporte la mise en espace de l'exposition. Et on est vraiment très content de l'exposition Arc en Rêve parce que l'espace de la galerie combine vraiment énormément de qualités. À la fois, elle accorde une salle pour visionner un film et apprécier un film dans sa durée. Donc, vous pouvez être assis face à un écran et vraiment vous plonger dans cette expérience du film. Mais en même temps, elle a cette double circulation qui fait que d'une salle à l'autre, on entend, on sent, on perçoit les écrans d'à côté. Et donc, cette circulation entre les films est pour nous très importante parce que c'est pas disons, on ne s'est pas concentré sur un portrait de Tokyo, un portrait de Bogota, mais on a vraiment essayé de faire un projet qui questionne l'homme urbain au niveau global. Voilà. Mais on voit Francine revenir, je crois. Merci de répondre à la question qui lui a été posée. Voilà. Donc, Francine, c'est bien jusqu'au 25 octobre, c'est ça? Voilà. L'exposition est prolongée jusqu'au 25 octobre. Voilà, parce qu'il y a des visiteurs qui continuent à venir, voilà, se promener justement et s'installer, comme tu étais en train de dire, voilà, dans ces environnements, à la rencontre des habitants de ces 10 villes du monde qui font vivre la ville. Je voudrais rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on avait choisi de programmer cette exposition suite au confinement, donc provoqué par ce que j'appelle moi le perfide et scéléravirus Covid-19. Mais pourquoi on a fait le choix de cette exposition, et on vous remercie
tous les deux, Hila Becca et Louise Lemoine, d'avoir accepté notre invitation, parce que Homo Urbanus célèbre justement, avec justesse, la réalité multiple et singulière de la vie de l'espace public où se joue l'en commun et l'expérience de l'altérité, et qui sont des questions, comment dire, cruciales avec ce que nous vivons, qui ont pris beaucoup d'importance, voilà, de densité. Donc, elle était vraiment, on n'avait pas pensé à ce projet-là avant. On s'était dit qu'on le ferait, mais là, elle était vraiment très à propos avec la situation que nous vivons aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi pour ça que les visiteurs qui s'y trouvent bien, bien qu'ils se trouvent dans un espace fermé et qu'on pourrait penser qu'ils ont besoin, lorsqu'ils ont du temps libre, de se promener en ville, et bien justement, tout en étant dans cet espace fermé, ils sont dans un extérieur, voilà, qui est un extérieur, voilà, collectif, plein de surprises, de couleurs. Et tu le disais tout à l'heure aussi, ces langues différentes que l'on entend quand même si c'est sous-titré, on est vraiment immergé, dans un ailleurs dans lequel on se sent invité. Ouais, mais merci en tout cas à Son Rêve, parce qu'on est vraiment content d'avoir montré ce travail chez vous. Merci Louise, merci Filippo, merci Christophe. Merci Francine. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci Christophe. À bientôt. Bye.